RMC, After Italy, Jérôme Sillon. Salut à tous, bienvenue dans l'After Italy, à écouter, à regarder sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à mettre une bonne note et à écrire un bon commentaire. Chaque semaine, on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football italien avec notre drôle de dame, Daniele Manussia. Ciao Daniele. Ciao, salut à tout le monde. Et avec Loïc Moreau. Salut Lolo. Salut Jérôme, salut tout le monde. Gros plan aujourd'hui sur un club qui broie du noir, battu par Chelsea hier soir au stade Diego Armando Maradona. Le Napoli est éliminé de la Ligue des Champions, incapable de se qualifier pour les barrages. En championnat, le top 4 reste accessible, mais les Napolitains ont décroché de la lutte pour le Scudetto, dont ils sont, on le rappelle, tenants du titre. Blessures de joueurs majeurs, management discutable d'Antonio Conte, mercato. Comment expliquer les difficultés du Napoli? C'est parti pour l'After Italy. Et on en parle avec Anzo, notre supporter du Napoli, fidèle auditeur de RMC. Ciao Anzo. Ciao, bonjour à tous. Bon, ça va, pas trop mal à la tête, Anzo, ce matin? Non, c'est pas ce matin que j'avais mal à la tête. À la limite lundi, après le 3-0 contre la Juve, et encore plus la semaine dernière après le match de Copenhague. Mais c'est pas hier soir que j'ai eu des remords. Bon, le Napoli a été éliminé donc de la Ligue des Champions dès la phase régulière après sa défaite hier 3-2 à domicile face à Chelsea. Daniele, c'était inéluctable. Tu nous avais dit dans notre petit groupe là sur WhatsApp, de toute façon, je le sens pas, ils vont se faire sortir. C'était très difficile, ils n'avaient pas beaucoup d'espoir à la base, mais ils ont fait un bon match, mais la première partie du match, la première mi-temps, et ils ont fait un grand effort. Contre la Juventus, ils ne sont pas arrivés à faire l'effort. Là, contre Chelsea, ils l'ont fait, ils ont sorti même... comment on peut l'appeler, les bouts de Vergara, en italien on dit le coniglio dal cilindro, quand les magiciens ils sortent les lapins le lapin du chapeau, ouais. Ouais, voilà. Et chose que Naples, l'équipe de Naples de Conte, elle a besoin de ça. Les buts de McTominay contre l'Inter, l'année dernière ils ont fait plusieurs buts, que c'est un peu des lapins qui sortent des chapeaux. Mais ils ont de plus en plus de mal. Et après, Chelsea, ça leur a suffi très peu finalement, parce qu'ils ont joué avec un rythme très très calme, presque tout le match. Ils ont accéléré en début de la deuxième mi-temps. Et voilà, après la différence, ça l'a fait aussi à un joueur comme João Pedro, que voilà, en Italie, on n'en voit pas beaucoup. Mais je pense qu'à la base, Conte et Naples, ils n'avaient pas énormément d'espoir pour cette qualification. C'est un peu dommage, parce qu'effectivement, il aurait fallu très peu de plus pour au moins aller jouer les playoffs. Mais en Italie, on se demande aussi, est-ce que Conte voulait les jouer, les playoffs, on est sûr? Ah, c'est peut-être la question. En tout cas, les chiffres, eux, clairement, confirment que le Napoli ne méritait pas franchement de se qualifier. De toute façon, au-delà des chiffres, tu as les résultats déjà. Et Anzo le disait, le match nul contre Copenhague, à Copenhague, te montre que voilà, cette équipe, elle est limitée. Parce qu'il y a la branlée que tu as pris au PSV aussi. Le PSV, le 7 que tu as pris là-bas. Donc forcément, quand tu regardes les chiffres, tu t'étonnes pas de voir Naples aussi bas, notamment en termes de buts marqués, d'expected goals. Il n'y a même pas une grosse différence entre les buts marqués et les XG, c'est-à-dire qu'en plus t'as même pas sous-performé, c'est que les occasions tu te les ai pas créées. En termes de tirs cadrés par match, on est aussi loin, pourcentage de tirs convertis, on est assez catastrophique. Donc effectivement, offensivement déjà, Naples était pas au rendez-vous, et quand tu marques pas de but, c'est compliqué de gagner, et en plus t'as fait des contre-perfs, notamment à domicile. Donc voir Naples éliminé, c'est choquant dans le sens où c'est peut-être le seul gros club européen qui est éliminé, bon, sans faire offense à Marseille, mais voilà, c'est pas le même passif. Mais par contre, dans les chiffres, c'est assez logique. Pas trop surpris non plus, du coup, Anzo. Les chiffres confirment. Toi aussi, tu n'y croyais pas trop? Au-delà des chiffres, moi j'ai suivi l'équipe, notamment sur les matchs en extérieur en Coupe d'Europe. À Benfica, j'y étais. Au PSV, j'y étais. À Copenhague, j'y étais. Donc j'ai vraiment eu cette perception du terrain, d'une équipe limitée qui arrive pas en fait, qui perd ses moyens, alors qu'à contrario en championnat, tu avais des prestations, surtout depuis qu'on est repassé sur une défense à 3 où tu retrouves un peu de son de jeu. Je l'avais dit il y a pas longtemps sur une interview d'après-match que de temps en temps je m'amuse à faire avec des journalistes napolitains aux abords des stades.
Les joueurs, j'ai pas envie de les attaquer récemment. Sur le mois de janvier, ils ont enchaîné. On a une équipe qui est limitée, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, et c'est pas faute technique et de manque de qualité dans l'équipe, mais c'est une gestion globale de la part du club et du staff qui est à remettre en cause aujourd'hui. Ouais, et l'une des excuses employées hier soir, c'était quoi, Antonio Conte? C'est le calendrier. Ah bah c'est son excuse préférée, ouais. Ah oui. Effectivement, c'est très compliqué de jouer tous les 3 jours. Alors ça, effectivement, quand on joue le championnat et la Coupe d'Europe, c'est le cas. Mais en regardant bien, Naples a pas joué beaucoup plus de matchs que ses rivaux. Un match de plus seulement que l'Inter. Donc voilà, c'est l'excuse effectivement qui est mise en avant régulièrement par Conte pour expliquer les contre-performances napolitaines. Bon, on reparlera de son management dans un instant. Alors, du coup, le Napoli doit se concentrer désormais sur la Coupe d'Italie, d'abord, parce qu'il y a peut-être un titre à aller chercher. Il y a un quart de finale d'abord périlleux qui se profile à domicile contre le Côme de Fabregas. Et il y a surtout le championnat, Lolo. Effectivement, c'est ce que tu disais en ouverture. Le championnat, ça commence à être compliqué d'aller défendre ce titre. Il y a eu une polémique cette semaine en Italie parce que Luciano Spalletti, l'entraîneur de la Juve, a eu le malheur de dire l'ancien champion Naples, et ça n'a pas plu du tout Antonio Conte, qui a dit mais non, on est encore champion. Oui, mais peut-être pas pour longtemps, parce qu'effectivement la différence commence à se creuser, l'écart commence à se creuser en haut du tableau entre l'Inter et Naples. Il y a quand même 9 points de retard. C'est dû notamment à des contre-performances face à des équipes de bas de tableau. C'est ça qui est assez surprenant, contre Parme, contre Vérone, et là ce qui est un peu inquiétant pour Naples, et c'est ce que tu disais, il y a déjà la Coupe d'Italie face à Côme, mais le mois de février il sera compliqué quand même. Il y a la Roma qui arrive, il y a l'Atalanta, donc effectivement ils joueront plus tous les 3 jours, mais les matchs qu'ils joueront en semaine, ils sont quand même assez compliqués. Et on voit que la dynamique actuelle en 2026, elle est loin d'être favorable pour les Napolitains. C'est seulement le 8e bilan en 2026 de Serie A, avec 9 points pris, loin derrière l'Inter, Côme, l'Atalanta et même le Milan. Donc c'est pas un grand Napoli qu'on voit depuis le début de l'année civile, Daniele. Non. Alors, vous avez parlé des excuses. C'est vrai que Conte, il a une excuse que elle est assez, comment dire, c'est réaliste. C'est les blessures. J'ai lu un stat, je sais pas comment ils l'ont fait, mais apparemment Naples, il a eu 5 blessures par moyenne par match. Ils ont beaucoup de joueurs blessés. On va les mettre à l'écran si tu veux, Daniele. On va les mettre à l'écran, on va les citer. Il y a les joueurs actuellement blessés, il y a De Bruyne, Ramani, Gilmour, Anguissa, Neres, Politano et Milinkovic-Savic. Ça c'est que en ce moment. Oui, Rachmani aussi, qu'il était blessé la semaine dernière. Il y a beaucoup de joueurs qui sont pas au top, qui sont pas en forme. Lukaku, il a que 10 minutes, un quart d'heure dans les jambes. On voit les joueurs qui ont beaucoup joué, qui commencent à avoir un peu de fatigue. Højlund, McTominay aussi, qui joue tous les minutes de la saison. Donc, c'est vrai que c'est une équipe qui est dans un moment de fatigue, dans un moment où les joueurs qu'ils ont assurés jusqu'ici, ils commencent à avoir un peu de mal. Højlund, c'était presque la plus belle nouvelle de Naples jusqu'à la nouvelle 1. Et là, il a des difficultés lui aussi. Donc, c'est une combinaison de blessures, fatigue. Aussi, je pense, Conte, il a un peu de fatigue parce que, comme il a dit Enzo, il y a eu un moment où Conte, il a trouvé la solution sur le plan tactique. C'est-à-dire, il a dit, j'ai pas les mêmes joueurs qu'avant. Comment je peux jouer? Il est passé au 3-4-3 avec Neres et Lang. Et après, Neres il s'est blessé. Lang, ils ont décidé, pour moi, ça c'est un peu un mystère pour une équipe qui a une si grosse difficulté avec les blessures, justement, de se priver d'un joueur qui n'est pas blessé. Mais ils ont cédé Lang en Turquie au Galatasaray. Et donc, là, il ne peut plus jouer comme ça. Il y a Vergara, il y a Elmas, mais c'est une équipe qui n'arrête pas de changer. Mais là, on dirait que Conte, il a un peu perdu le fil des changements. Il ne sait plus comment la changer en positif. Et on va voir si les marchés, il peut donner quelques nouveaux outils à Conte. Ouais, on en reparlera du mercato. Juste sur les blessures, donc on a vu les joueurs qui sont actuellement blessés, Lolo, mais si on va plus loin, si on regarde les absences depuis le début de la saison des joueurs majeurs, on se rend compte quand même que ce sont des joueurs
cruciaux, des patrons de vestiaire qui ont manqué à l'effectif. Non, ça c'est effectivement la seule excuse, on va dire, valable que peut donner Antonio Conte. C'est une réalité pour le coup, et ça c'est factuel. Il y a beaucoup de joueurs titulaires de base qui ont manqué. Romelu Lukaku, on l'a dit, il est sur le retour, mais c'était censé être l'attaquant titulaire. Kevin De Bruyne, c'est peut-être celui qui a fait le plus mal, parce qu'on a vu au début de saison, on avait des doutes sur son état de forme et sur sa capacité à performer en Serie A, et il a performé. Le problème, c'est qu'il s'est blessé. C'était aussi le risque de prendre un joueur de 34 ans qui était entre guillemets un petit peu sur le déclin physiquement, je parle, pour les standards de la Première Ligue, mais sur lequel il n'y avait pas trop de doutes en Serie A. Et après, André Franck Zambo-Anguissa, qui est central, mais pas que sous Conte, hein, c'était déjà le cas bien avant. C'est peut-être l'une des pièces maîtresses du Napoli depuis tant d'années, et qui manque beaucoup à cette équipe de Naples. Donc effectivement, quand on voit la proportion de matchs loupés par ces cadres, on se dit qu'effectivement il y a quand même un manque forcément dans le 11 de départ, et des difficultés pour Antonio Conte à composer une équipe compétitive pour conserver le titre. 28 matchs ratés cette saison donc par Lukaku, 21 matchs par De Bruyne, 19 pour Gilmour, 19 pour Meret, 17 pour Zambo-Anguissa. Enzo, quelle est l'absence qui a été la plus préjudiciable selon toi au Napoli cette saison ? C'est une bonne question. Le problème, il est offensif dans cette équipe. Défensivement, on a toujours réussi à s'en sortir tant bien que mal. Donc, je pense qu'à Lukaku, qui au-delà des stats, l'homme, le mental qu'il apporte, le relais qu'il est d'Antonio Conte sur le terrain, c'est probablement l'absence la plus préjudiciable qu'on ait eue, qui a notamment précipité l'acquisition d'un joueur comme Olioun. Aujourd'hui, on est très content de l'avoir, parce que quand on voit le résultat avec Luka, qui est arrivé de l'Udinese pour 40 millions, qui n'a absolument rien fait. Heureusement qu'on a eu Olioun qui est arrivé de par la blessure de Lukaku. Mais voilà, en fait, c'est cette blessure-là qui a commencé l'hécatombe au niveau de l'effectif, et qui a enchaîné sur des mauvais choix, et notamment en termes de mercato, où plutôt qu'aller prendre peut-être une doublure à Di Lorenzo ou à un autre milieu de terrain, on a dû prendre un autre attaquant, et du coup le budget on l'avait plus pour compenser sur d'autres postes. Daniele, on sous-estime aussi peut-être l'absence d'Anguissa. Lolo en parlait, c'est un joueur qui a toujours été prédominant dans cet effectif-là. Oui, quand il s'est blessé, c'était le joueur le plus important techniquement dans les dernières tiers, parce que McTominay, il a commencé à être important après, quand il n'y avait plus personne. Mais à ce moment-là, Anguissa, on a tendance un peu à l'oublier, mais il était vraiment important. Après, c'est aussi l'absence que Conte, il était malin, parce que il est arrivé à l'absorber avec les changements de tactique que j'ai dit tout à l'heure. Donc, on les voit moins. Moi, je pense qu'on sous-estime un peu les absences à la défense, et surtout les conséquences des blessures sur les défenseurs, comme par exemple Buongiorno, parce que c'est vrai que Buongiorno, il est rentré, il est disponible, mais il n'est pas en forme, et il a fait pas mal d'erreurs en championnat et en Europe. Juan Jesus, que c'est un joueur qui, quand il est parti de Rome pour aller à Naples, et il a eu le temps de gagner un championnat, il était déjà en fin de carrière. On se disait, mais Juan Jesus, il n'est pas au niveau. Il a eu une très bonne fin de carrière, il s'est repris, mais là, on a un peu tiré trop le fil de Juan Jesus aussi. Et on l'a vu dans les derniers matchs. Hier, contre Chelsea, t'as pris 2 buts incroyable de Joao Pedro, surtout le premier, mais tu as concédé un penalty franchement naïf, que tu dois éviter. Tu peux pas prendre un penalty comme ça dans un moment si important, dans un match si important. Et le match d'avant, un championnat, Enzo, je pense qu'il s'en souvient très bien, contre la Juventus, Naples, il a du mal à rester dans les matchs lorsqu'il perd 1-0, et quand Jesus, il passe la balle de 2-0 à Miretti, et ils disent. Donc voilà, il fait un passe à l'arrière, un peu raté. Donc je pense à la défense, on voit plus la fatigue. Dans le milieu de terrain, oui, ça manque un peu quelque chose de plus qui donne Anguissa. Devant la question Lukaku ou Højlund, moi je trouve que Højlund, pour le moment, il est meilleur que Lukaku. Je pense que Lukaku, il va avoir du mal à rentrer dans les 11.
Dans un instant, on continue à parler du Napoli, bien sûr. On va aller un peu plus loin dans les stats sur la façon dont le Napoli attaque, défend. Et puis, on va se projeter également sur la fin de ce mercato qui pourrait voir des petits changements également dans l'effectif qui pourraient, pourquoi pas, relancer le Napoli. À tout de suite. On est de retour dans l'After Italy, toujours avec Daniele Manussia, avec Loïc Moreau et avec Anzo, supporter du Napoli. Alors si on entre dans le détail, Lolo, de la façon dont le Napoli attaque, très clairement, c'est pas l'équipe la plus excitante de Serie A cette saison. Non, c'est vrai que c'était souligné. Le problème est offensif aussi pour Naples, et on le voit dans les chiffres. Ils sont à limite dans le haut de tableau en ce qui concerne les expected goals, donc la capacité à se créer des occasions franches. En possession, on va dire que ça, c'est pas la priorité forcément d'Antonio Conte, donc la 5e place, elle est pas forcément étonnante, mais on voit en termes de présence dans la surface adverse, 23 ballons touchés en moyenne, ça fait de la 7e équipe de Serie A, donc on est quand même assez loin des standards qu'a pu montrer Naples la saison passée ou lors de la saison du premier Scudetto. Et sur la phase défensive, qu'est-ce qu'on peut apprendre des chiffres cette saison en Serie A ? Pareil, hein, c'est pas. Il y a un vrai gap entre la saison passée et cette saison, même si Anzo le rappelait, c'est pas ce qui choque le plus. Après, là, voilà, on est sur des stats un peu plus poussées. On voit que c'est surtout le côté agressif qui manque à Naples. Tac par match, on est dernier. Dégagement par match, on est dernier aussi. Donc disons que c'est cette dimension un peu accrocheuse qui a un peu disparu de cette équipe de Naples, et d'autant qu'on sait qu'Antonio Conte, il a cette capacité-là, il l'a montré un peu partout où il est passé, à transmettre justement le côté grinta à ses équipes. Et là, alors est-ce que c'est aussi dû aux nombreux blessés, mais on sent que cette équipe de Naples, elle en impose moins que la saison passée. Il y a un manque d'intensité défensive que tu ressens aussi, Anzo, quand tu regardes les matchs ou quand tu y assistes. Tu étais encore au Juventus Stadium le week-end dernier. Ouais, cette saison, je suis à 22 matchs au stade, donc effectivement, je vois ça de près. Au final, c'est dans la continuité de la saison dernière. Justement, quand j'avais eu l'occasion d'échanger avec Daniel, Johan et Gilbert à l'ambassade, j'avais déjà souligné que, au vu des prestations des matchs, on avait eu du mal contre des équipes comme Venise, comme Parme. En fait, ces petites équipes, on a déjà eu du mal la saison dernière. On est juste dans la continuité cette saison avec un calendrier qui est plus chargé et au final un effectif qui, certes, il y a un mercato qui a été fait, mais qui n'est pas à disposition du coach. Et du coup, tu te retrouves avec les mêmes symptômes. Sauf que l'année dernière, tu as eu la chance, en ayant un match par semaine à gérer, de réussir à aller chercher un Scudetto que l'Inter, au final, a plus perdu que nous, on est allé le gagner. Et au final, dans tout ça, on se retrouve dans une situation où on se pose la question, mais Conte, au final, c'est quoi son impact? C'est quoi ses idées? C'est quoi sa philosophie de jeu? Est-ce que c'est un entraîneur vraiment qui est défensif? Parce qu'au final, il prend des buts. Est-ce que c'est un entraîneur de contre? J'ai aucune certitude. Ça fait 1 an et demi qu'il est sur le banc. Il a porté une mentalité. On avait besoin d'un sauveur à ce niveau-là parce que la saison précédente avait été catastrophique sur le plan mental. Il a remis des joueurs sur les rails, comme dit Lorenzo. Mais maintenant, il faut un projet de jeu. Daniele, tu ressens aussi la même absence de projet de jeu au Napoli quand tu regardes les matchs ? Non, c'est vrai par contre que tous les changements qu'il a dû faire, ça montre un entraîneur qui travaille plus sur les mécanismes dans le match plutôt que dans des principes comme on peut les voir par exemple les principes de Spalletti. L'équipe de Spalletti, le Naples de Spalletti, c'était une équipe avec une identité un peu, on va dire, un peu plus partagée par tous les joueurs. N'importe qui jouait, on jouait de la même manière. Là, c'est une équipe qui change vachement selon les joueurs. Et c'est vrai que là, dans les derniers temps, elle s'est réduite à peu de choses. C'est-à-dire, c'est très facile de dire comment il joue Naples. Balle sur Højlund, un des deux joueurs des 3/4, on va dire Neres et Politano, dans l'idéal. Ils font les mouvements qu'en Italie on appelle les mouvements a ricciolo, c'est-à-dire ils tournent derrière le numéro 9 pour ramasser la deuxième balle du numéro 9 et là ils partent avec une action en verticale. Mais ça, par exemple, contre la Juventus, c'était très facile par la Juventus de Spalletti à l'occasion
de l'empêcher parce que Bremer, il a mangé Højlund tout le match. Højlund, il n'a pas pu jouer la deuxième balle. Et Naples, il est disparu du terrain. Donc voilà, c'est vrai que c'est un entraîneur qui entraîne des mécanismes. Si l'autre équipe, elle empêche ces mécanismes-là, ou si les joueurs, ils sont pas, ils n'arrivent pas à les mettre en place, les mécanismes que Conte choisit, c'est une équipe on peut l'apercevoir comme une équipe sans âme. Après, je pense qu'on est un peu sévère avec Conte parce qu'il n'est pas sympa. C'est quelqu'un n'est pas sympa, donc quand les choses vont mal, on aime bien, lui donner des sous. Mais je pense que sur ça, c'est vrai. C'est-à-dire, un supporter, il aperçoit pas l'identité d'une équipe dominante toujours. Ça peut arriver. Je pense que jusqu'à janvier, Naples, il a fait des bons matchs. Notamment le 2-2 contre Naples, c'était un énorme match, moi je trouve. Mais des fois, ça disparaît complètement. Alors le mercato a déjà commencé également au Napoli. Lolo, en quoi les Napolitains se sont montrés actifs? Qu'est-ce qu'ils ont opéré comme mouvement pour le moment? Alors pour l'instant, ils ont pris Giovan donc de Vérone, un Brésilien qui a fait une première partie de saison assez exceptionnelle. Donc un transfert avec obligation d'achat, un prêt avec option d'achat obligatoire, j'ai y arrivé, 20 millions d'euros. D'ailleurs, Daniele disait on est méchant avec Conte parce qu'il est méchant. Non, c'est simplement qu'il n'arrête pas de se plaindre de tout. Et d'ailleurs, il s'est même plaint de sa dernière recrue en disant c'est la première fois de ma vie que je vois pas un joueur à l'entraînement et que je l'aligne en match. Vous voyez un peu le drame de la situation. Sauf qu'Anzo le répétait tout à l'heure. En fait, la situation, c'est quand même que Naples a dépensé près de 150 millions d'euros cet été sur le mercato estival. C'est le troisième club le plus dépensier, qu'ils ont quand même recruté Lorenzo Luca, 26 millions, Noah Lang 25 millions, que les deux sont déjà repartis, l'un à Nottingham et l'autre, Daniel le disait, à Galatasaray, qu'ils ont pris Bekema pour 31 millions et Gutiérrez pour 18 millions, donc t'es près à 50 millions d'euros pour des remplaçants. Donc il y a vraiment là aussi un problème de politique globale du club et de choix des hommes aussi pour Antonio Conte, ce qui fait que celui dont on dit qu'il peut pas passer plus de 2 ans dans un club, là Anzo le rappelait, ça fait 1 an et demi, bon ça sent quand même la fin, quoi. Ouais, surtout que quand on regarde les dernières pistes, d'après les informations RMC Sport de Fabrice Hawkins, on parle de Raheem Sterling qui pourrait donc rebondir au Napoli. Il est libre depuis la rupture de son contrat avec Chelsea. Et Naples surveille également Jérémy Boga, l'ailier de Nice, qui connaît la Serie A parce qu'il a évolué à Sassuolo et à l'Atalanta. Boga qui pourrait être libéré en prêt avec option d'achat. Et quand on voit leur stats cette saison, alors Boga, c'est 20 matchs joués, la moitié de titularisation, décisif toutes les 233 minutes avec 2 buts et 2 passes D. Le problème, c'est que Sterling, lui, il a même pas joué une seule minute cette saison. C'est vrai que Anzo, ça laisse on s'interroge quand même sur la façon dont le mercato peut être mené en ce moment à Naples. C'est du bricolage. Et puis pour moi, la solution, elle est déjà trouvée sur ce poste-là d'ailier excentré. On l'a vu hier soir. Et puis c'est en plus, j'ai vraiment de l'affect pour le joueur parce que napolitain, Antonio Vergara, ce qu'il fait hier soir contre Chelsea dans le contexte et le match que j'ai, alors que jusqu'à maintenant il avait joué 81 minutes depuis le début de la saison, encore semaine dernière on parlait peut-être de l'envoyer dehors parce que ça correspond pas au standing de ce que veut compter dans un effectif qui veut que des stars et empiler des noms. Enfin, moi, je suis désolé, tu me donnes le choix entre Antonio Vergara aujourd'hui et un Raheem Sterling qui est cramé, mais le futur, c'est Vergara, c'est sur lui qu'il faut pointer. Et de manière, sur le long terme, il faudrait peut-être que le Naples se réveille et qu'ils aillent commencer à mettre en avant une cellule de recrutement et un centre de formation, mettant en avant les jeunes de la région, parce que historiquement, quand tu vois que des joueurs comme Toto Di Natale, un Donnarumma, ce sont des joueurs de la compagnie de la région de Naples et que ce sont des joueurs qui échappent au club. C'est de l'argent qu'on n'a pas su investir à ce niveau-là. Et pour quelqu'un comme De Laurentiis, qui a toujours un coup d'avance sur ce genre de sujet, c'est très surprenant qu'aujourd'hui on le retrouve dépensier, alors chose qu'il n'a quasiment jamais faite depuis qu'il est à la tête du club. Daniele, comment s'opère le recrutement au Napoli? Qui décide de quoi? Est-ce que c'est Antonio Conte? Est-ce que c'est la direction sportive?
Impossible à savoir. Mais je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit Loïc tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a forcément une partie de responsabilité des Conte. Parce que c'est vrai que les joueurs qui arrivent, c'est à lui de les intégrer dans l'équipe, de le mettre à moyen. Gutiérrez, franchement, c'est un joueur que moi j'aime bien. Je pensais avant qu'il arrivait à Naples, qu'il pouvait donner quelque chose en plus à Naples. Parce que sous les 3/4, c'est un arrière gauche il a une technique de numéro 10, donc forcément il peut te donner quelque chose de plus qu'Oliveira par exemple. Mais Conte, il n'est pas arrivé du tout à l'utiliser et là dernièrement il le met à droite. Donc c'est difficile de juger un joueur comme ça. Ils ont pris Noah Lang. Et Gutiérrez est arrivé blessé. Gutiérrez est arrivé blessé. Aussi, oui. Ils ont pris Noah Lang du PSV. Il a gagné un championnat des protagonistes aux Pays-Bas. Ils arrivent, il dit, moi, je suis le type de joueur qu'on achète les billets pour me regarder. Il le met, il le force et le fait devenir un joueur un peu plus mécanique. Je trouve qu'il fait bien, parce que Noah Lang, je trouve qu'il a rien raté. Et bam, il le sort à janvier. Comme ça, dans les moments. Donc, Luka, ils ont dépensé 40 millions. Moi, Luka, je l'aimais pas. Je comprenais pas pourquoi Naples misait autant d'argent sur Luka. Je me suis dit, il voit quelque chose que je vois pas. Il sait comment le transformer en Lukaku italien. Pourquoi pas? Non, lui aussi, le mois de janvier, parti. Et il avait déjà, en gros, quand il a pris Højlund, franchement, c'était pas un bon signal. Donc, franchement, je comprends pas. Là, les noms qu'on fait, Sterling, c'est un peu comme en Italie, quand on cherche des cadavres à résumer, on fait des Frankenstein. Si on avait des morceaux de joueurs, on pourrait faire des Frankenstein. Un bout de Sterling, un bout de Bailey, un bout de Füllkrug. Je sais pas, on va faire l'attaquant parfait. Mais des fois, ça marche, parce que Füllkrug, par exemple, apparemment, ça marche, mais lui aussi, il ne jouait pas depuis 2 ans, en gros. Bailey, ça n'a pas marché. Il est arrivé en Italie, il s'est pris des photos sur les Colisées. Il faut qu'on arrête en Italie de faire ce genre des choses, mais on n'a pas encore compris. Là, franchement, je ne sais pas. Les discours de Anzo sur Vergara, je ne sais pas, parce que je ne connais pas les plafonds de Vergara, mais je vois que c'est un joueur qui a fait 5 matchs, je crois 4, titulaires, et il s'est amélioré à 23 ans. Donc, autant faire jouer les joueurs et voir où ils peuvent arriver. Et on verra évidemment si le Napoli parvient à garder sa place dans le top 4 qui est menacé donc par la Juve et si le Napoli parvient également à remporter cette Coupe d'Italie. Ce sera le 10 février, le quart de finale de la Coppa d'Italia face au Côme donc de Fabregas. Merci beaucoup Anzo, supporter du Napoli, d'avoir été avec nous. Merci Daniele, merci Lolo. Si vous aimez nos podcasts, évidemment, vous vous abonnez, vous mettez une bonne note et vous écrivez un bon commentaire. Ciao, ciao. RMC After Italie.